Il existe des lieux qui sont faits pour guérir, pour réparer les âmes brisées, pour offrir un refuge aux esprits perdus dans les labyrinthes de la douleur. Et il y a des lieux qui deviennent leur contraire. Des tombes pour les vivants. Des prisons où la clé n'est pas en métal, mais en silence. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un fantôme, ni d'une légende urbaine. Aujourd'hui, nous allons parler d'une horreur réelle, méthodiquement construite. Une horreur qui s'est déguisée en maladie pour cacher un crime. Un crime qui a duré 20 ans, au vu et au su de tous, au cœur de Mexico. Je m'appelle Mateo Del Valle, et vous êtes sur Realidad Prohibida. Voici l'histoire du sanatorium La Piedad et de la famille Olvera, une famille qui a convaincu le monde qu'elle était folle, pour que personne ne découvre l'enfer qu'elle vivait à l'intérieur. Un enfer appelé inceste. Si vous pensez que l'obscurité mérite d'être exposée, non seulement pour satisfaire la curiosité, mais aussi pour comprendre comment nous avons échoué en tant que société, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche. Car les histoires que nous racontons ici ne sont pas destinées à endormir. Elles sont destinées à réveiller. Tout a commencé par un murmure. Une rumeur dans les couloirs de la Piedad. Un sanatorium qui, dans les années 90, était encore considéré comme une institution respectable. Un endroit pour les riches qui pouvaient se permettre de cacher leurs problèmes mentaux. Leurs hontes familiales. La famille Olvera n'était pas comme les autres. Ils ne criaient pas. Ils ne souffraient pas de crises violentes. Ils ne se perdaient pas dans des délires incompréhensibles. Ils formaient un écosystème, parfaitement fermé. Le père, Ricardo, la mère, Isabelle, et leurs 4 enfants, Laura, Marcos, Sofia et le petit Julian. Ils ont été admis ensemble en 1994. Le diagnostic, folie en famille. Une folie partagée. Un trouble psychotique qui se propageait comme un virus entre eux. Une rareté psychiatrique. Un cas d'étude fascinant. Les médecins écrivaient des articles à leur sujet. Les étudiants les observaient à travers des vitres à sens unique. Ils admiraient le réseau complexe de délire qui les unissait. Mais personne, jamais, ne s'approchait trop près. Personne ne brisait la bulle. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Carmen Mendoza, une jeune infirmière, idéaliste, fraîchement diplômée, les yeux remplis de ce dangereux mélange de compassion et de curiosité. Carmen est arrivée à la Piedad à l'été 2014. Près de 20 ans après l'admission des Olvera. On lui a attribué le pavillon des patients chroniques. Le pavillon de l'oubli. Le premier jour, sa superviseuse lui a montré la famille. Ils étaient dans le jardin, assis sur un banc, ensemble, comme toujours. « Ce sont les Olvera », lui a dit la superviseuse en bâillant. « Le cafard. Ils ne posent aucun problème. Ignore-les. Ils vivent dans leur propre monde. » Mais Carmen ne pouvait pas les ignorer. Il y avait quelque chose dans leurs yeux. Surtout dans ceux de Sofia, la fille cadette. Ce n'était pas le regard vide de la psychose. C'était le regard d'un animal pris au piège. Un regard de terreur figé. Carmen commença à les observer. Ricardo, le père, ne parlait jamais au personnel. Seulement à sa famille, à voix basse. Et quand il le faisait, les autres acquiesçaient, en parfaite synchronisation, comme une chorégraphie répétée. Isabelle, la mère, avait toujours les mains jointes sur ses genoux, les jointures blanches, une tension perpétuelle. Son sourire était un masque de plâtre. Les enfants étaient des ombres. Mouvement lent, regard baissé. Mais parfois, quand ils pensaient que personne ne les voyait, Carmen remarquait autre chose. Un tic nerveux chez Marcos. Une larme silencieuse qui coulait sur la joue de Laura,
Et chez Sophia, ce regard, cette supplication muette. Carmen sentit un frisson la parcourir. Ce n'était pas de la folie. C'était autre chose, quelque chose de beaucoup plus sombre. Elle se mit à chercher les dossiers, des pages et des pages de jargon psychiatrique. Délire partagé de persécution, aplatissement affectif, symptomatologie négative compatible avec le diagnostic de groupe. Des mots, des étiquettes qui cachaient en la vérité au lieu de la révéler. Carmen se rendit compte que pendant 20 ans, personne n'avait remis en question le diagnostic initial. Il était devenu une vérité immuable, incontestable. Un soir, pendant son service, Carmen trouva Sophia seule dans le couloir. C'était inhabituel. Normalement, elles ne se séparaient jamais. Elle était debout, devant une fenêtre, regardant la pluie. Sa silhouette était fragile, brisée. Carmen s'approche lentement. « Sophia » dit-elle à voix basse. « Ça va ?» La jeune fille ne se retourna pas. Mais pour la première fois, elle répondit à quelqu'un qui n'était pas de sa famille. Sa voix était un murmure à peine audible, plus de l'air que du son. Il dit que la pluie nettoie les péchés. Carmen fronça les sourcils. « Qui dit ça, Sophia ? Ton père ?» Sophia se raidit. Un frisson parcourut son corps. Elle se retourna lentement, et dans ses yeux, Carmen vit l'abîme. « Nous ne pouvons pas parler, » murmura-t-elle. Il écoute toujours. Et elle s'éloigna, rejoignant l'ombre de sa famille qui l'attendait déjà au bout du couloir. Comme des gardiens, ou comme des geôliers. Cette nuit-là, Carmen ne put dormir. La phrase de Sophia résonnait dans sa tête. Il écoute toujours. Ce n'était pas le délire d'un paranoïaque, c'était la déclaration d'un prisonnier. Carmen décida d'enfreindre les règles. Elle décida de franchir la ligne. Elle devait atteindre Sophia. Elle devait savoir ce qui se cachait derrière cette parfaite simulation de folie. Elle commença à lui laisser de petits cadeaux. Un chocolat sur sa table de chevet. Une fleur sur le rebord de sa fenêtre. De petits gestes d'humanité dans un environnement déshumanisé. Elle n'attendait pas de réponse. Elle voulait juste que Sophia sache que quelqu'un la voyait. Pas la patiente, la personne. Un jour, elle trouva un dessin sous sa porte, réalisé avec un crayon à charbon volé dans la salle d'art-thérapie. C'était un dessin d'enfant, maladroit. Il représentait une maison, et à l'intérieur de la maison, une grande silhouette sombre aux yeux rouges, et des silhouettes plus petites, recroquevillées dans un coin. Sous le dessin, un seul mot. À l'aide. Les mains de Carmen tremblaient. Le papier était froid, comme la peau d'un mort. Ce n'était plus un soupçon, c'était une certitude. La clinique La Piedad n'était pas un hôpital pour les Olvera. C'était leur cachette. L'horreur véritable commençait à peine à se révéler. Carmen savait qu'elle devait agir avec prudence. Ricardo Olvera n'était pas un simple patient. C'était un manipulateur, un marionnettiste, et tout l'hôpital était sa scène. Elle réussit à convaincre l'un des aides-soignants les plus anciens de lui raconter l'histoire de son admission. L'homme, sur le point de prendre sa retraite, se souvenait de ce jour-là. « Ils sont arrivés dans une voiture de luxe », dit-il, en mâchant un cigare éteint. Monsieur Olvera a tout arrangé. Il a parlé au directeur. Il a fait un don important pour l'aile de recherche. Une semaine plus tard, ils étaient tous à l'intérieur. « Et les enfants ?» demanda Carmen. Personne n'a remarqué quelque chose d'étrange. L'aide-soignant haussa les épaules. Ils avaient l'air effrayés.
Mais quel enfant ne le serait pas dans un endroit comme celui-ci? Le père a dit qu'ils avaient des crises, qu'ils étaient un danger pour eux-mêmes. Et tout le monde l'a cru. C'était un homme si éloquent. Éloquent, c'était le mot. Ricardo avait utilisé son intelligence, son charisme, pour construire une forteresse autour de sa famille. Et les murs de cette forteresse étaient les murs même de l'hôpital. Carmen élabora un plan, risqué, dangereux. Pendant un changement d'équipe, lorsque la surveillance était moins stricte, elle manipula les horaires pour rester seule avec Sofia à l'infirmerie, sous prétexte de prendre sa tension. Elle ferma la porte. Le silence était dense, pesant. Sofia s'assit sur le lit de camp, le regard perdu. Son corps tremblait visiblement. « Sofia, regarde-moi », dit Carmen d'une voix aussi douce que possible. « Tu es en sécurité ici. Avec moi. Il ne peut pas nous entendre. » Sofia leva les yeux. Ses yeux étaient deux puits d'une douleur ancienne, une douleur vieille de 20 ans. Et alors, le barrage céda. Les mots jaillirent, confus, fragmentés. Une cascade d'horreur murmurait. « Nous ne sommes pas fous, dit-elle. Nous ne l'avons jamais été. C'est un jeu, son jeu. Depuis la maison, depuis avant. » Carmen sentit un nœud dans son estomac. L'air devint épais, difficile à respirer. Quel jeu, Sofia? Que se passait-il dans la maison? Sofia se mit à pleurer. Des pleurs silencieux, sans sanglots. Les larmes coulaient simplement, comme si elles avaient attendu toute une vie pour sortir. Les nuits, murmura-t-elle. Les visites nocturnes. Dans ma chambre, dans celle de Laura. Maman était au courant. Elle fermait la porte. Elle nous disait que c'était notre devoir, que nous étions spéciaux. Carmen eut un haut le cœur. Le goût métallique de la peur envahit sa bouche. La vérité était plus monstrueuse qu'elle ne l'avait jamais imaginée. L'inceste, systématique, prolongé, protégé par un faux diagnostic psychiatrique. Il nous a appris à jouer la comédie, poursuivit Sofia, la voix brisée. Il nous lisait des livres de psychologie. Il nous faisait répéter les symptômes. Regardez dans le vide, nous disait-il. Parlez de choses qui n'existent pas. Si vous le faites bien, nous serons en sécurité ici. Personne ne nous séparera. Personne ne nous trouvera. Carmen eut la chair de poule, le génie du mal. Ricardo Olvera n'avait pas feint la folie pour lui-même. Il avait imposé la folie comme un scénario à ses enfants, pour garder son crime secret, pour avoir un accès illimité à ses victimes. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous la protection du système de santé mentale. « Pourquoi maintenant, Sofia ?» demanda Carmen, la voix tremblante. « Pourquoi me le dis-tu » Sofia la regarda. Et pour la première fois, Carmen vit une étincelle de quelque chose d'autre que de la peur. Elle vit de la colère. « Julien, dit-elle. Mon petit frère, il a 10 ans maintenant. Hier soir, il est allé dans sa chambre. L'horreur avait atteint un nouveau niveau. Le cycle était sur le point de se répéter. Avec la nouvelle génération, entre les murs d'un hôpital. Carmen se leva. Le temps de la compassion était révolu. Il était temps d'agir. La préhistoire de cet enfer était aussi méthodique que le plan de Ricardo lui-même. Ce n'était pas un acte impulsif, c'était une construction délibérée. Ricardo Olvera avait été un professeur de sociologie prometteur, obsédé par les dynamiques de pouvoir et de contrôle dans les groupes fermés. Il avait perdu son emploi pour divergences irréconciliables avec l'université. En réalité, pour avoir harcelé une étudiante. Il s'est retiré du monde. Il a enfermé sa famille dans une maison à la périphérie de la ville.
loin des regards curieux, loin des grands-parents, des oncles et tantes ou des amis. L'isolement était la première étape, le contrôle total. Isabelle, sa femme, venait d'une famille où l'autorité masculine était absolue. C'était une femme brisée bien avant de rencontrer Ricardo. Pour elle, la soumission était une question de survie. Et lorsque les abus ont commencé, elle a choisi de ne pas voir. Puis, elle a choisi d'être complice. Il était plus facile de se convaincre que sa famille était spéciale que d'accepter que son mari était un monstre et qu'elle le laissait faire. Les abus sur ses filles aînées, Laura et Sofia, ont commencé alors qu'elles étaient encore des enfants. Ricardo appelait cela l'éducation de l'âme. Des rituels de confiance. Il enveloppait tout cela d'un langage pseudo-intellectuel et mystique. Il les a convaincus qu'il s'agissait d'un secret sacré qui les unissait. Un secret qui les rendait supérieurs au reste du monde. Lorsque les enfants ont commencé à aller à l'école, les problèmes ont surgi. Marcos se battait. Laura dessinait des choses perturbantes. Un enseignant inquiet a appelé les services sociaux. C'est alors que Ricardo a compris qu'il lui fallait une solution permanente. Un moyen de sortir sa famille du système. Pour toujours. Il passa 1 an à étudier. Pas la sociologie, la psychiatrie. Il dévora des manuels de diagnostic. Il fut fasciné par les troubles psychotiques partagés. Ils étaient rares, difficiles à réfuter, parfaits. Il a créé le scénario. Il a attribué un rôle à chaque membre de la famille. Il les a fait répéter pendant des mois. Les menaces étaient claires. Si vous échouez, ils nous sépareront. Vous irez dans des endroits horribles. Seulement ensemble, nous sommes en sécurité. Seulement moi peux vous protéger. Le paradoxe ultime. Le geôlier se présentait comme le seul sauveur. Il a obtenu un rendez-vous avec le directeur de la Piedad, un homme plus intéressé par les dons que par la santé de ses patients. Ricardo a fait une performance magistrale. Le père érudit et désespéré, angoissé par l'étrange maladie qui consumait sa famille. Il a payé et les portes de la Piedad se sont ouvertes. La cage parfaite. Pendant 20 ans, le plan a fonctionné. Les médecins voyaient ce qu'ils voulaient te voir. Ils confirmaient le diagnostic encore et encore. Toute tentative de rébellion de la part d'un enfant était interprétée comme une crise psychotique. Tout moment de tristesse était un aplatissement affectif. Une fois qu'il avait apposé une étiquette, le système refusait de la retirer. Il était plus facile de traiter les Olvera comme des cas désespérés que d'admettre une erreur de diagnostic vieille de 2 décennies. Une erreur qui dissimulait un crime atroce. Avec la confession de Sofia qui lui brûlait l'esprit, Carmen courut au bureau de sa supérieure. La même infirmière qui lui avait dit de les ignorer. Elle lui raconta tout. L'histoire de Sofia, le dessin, les visites nocturnes à Julian. La supérieure l'écouta avec un air agacé. Elle ne leva même pas les yeux de ses papiers. « Oh, Mendoza, dit-elle dans un soupir. Vous êtes nouvelle. Vous vous laissez emporter. Les patients psychotiques créent des récits très élaborés. Cela fait partie de la maladie. Ne vous impliquez pas. » Carmen n'en croyait pas ses oreilles. « Mais ils ne sont pas fous, » insista-t-elle en élevant la voix. « Ils sont maltraités. » Le petit garçon est en danger en ce moment même. L'infirmière leva enfin les yeux. Son regard était froid, vide. Ici, tout le monde est en danger, d'une manière ou d'une autre. C'est un hôpital psychiatrique. Occupez-vous de vos tâches et oubliez ce fantasme. Si vous continuez ainsi, vous ne resterez pas longtemps dans ce travail. Le premier obstacle.
L'indifférence bureaucratique. Carmen sortit du bureau avec le sentiment de manquer d'air. Le couloir de l'hôpital, autrefois un lieu de guérison potentiel, lui semblait désormais être le couloir d'une prison. Ses propres mains tremblèrent de rage, d'impuissance. Elle n'abandonna pas. Elle alla directement voir le directeur de l'hôpital, le docteur Aguilar. Un homme en costume cher et au sourire faux. Elle lui exposa le cas. Plus calmement, plus en détail. Elle lui montra une copie du dessin de Sofia. Le docteur Aguilar la regardait par-dessus son épaule. Il la laissait sur son bureau en acajou comme s'il s'agissait d'un déchet. « Infirmière Mendoza », a-t-il dit en joignant le bout de ses doigts. « J'apprécie votre zèle professionnel. Mais la famille Olvera est notre cas le plus étudié. Nous avons 20 ans de dossiers qui confirment votre diagnostic. Vous voulez que nous jetions tout cela à la poubelle à cause d'un gribouillage et de l'histoire d'une patiente qui souffre de délires de persécution ? Ce ne sont pas des délires, répliqua Carmen. C'est la vérité. La vérité, dans ce bâtiment, c'est ce que disent les dossiers, déclara le directeur. Et les dossiers disent qu'ils sont malades. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une réunion avec le conseil d'administration. Je vous suggère de vous concentrer sur l'administration des médicaments à l'heure. C'est pour cela que nous vous payons. La porte du bureau se referma dans un léger clic, définitif. Carmen resta dans le couloir. Danse. Le son de son propre cœur résonnait comme un tambour furieux dans ses oreilles. Le système n'était pas conçu pour protéger les patients. Il était conçu pour se protéger lui-même, pour protéger sa propre infaillibilité. Carmen sentit un frisson glacial lui parcourir le dos. Elle réalisa qu'en parlant, elle avait mis Sofia en danger. Si Ricardo la prenait, elle devait les sortir de là, tout de suite. Elle sortit de l'hôpital. Elle prit un taxi et se rendit directement à un bureau du ministère public. L'endroit sentait le café rassis et le désespoir. Elle fit la queue pendant 2 heures. Quand son tour arriva enfin, un fonctionnaire avec une tache de sauce sur sa chemise la reçut sans la regarder. Il était plus intéressé par le match de football diffusé sur un petit téléviseur posé sur son bureau. Carmen lui a raconté l'histoire pour la 3e fois, avec urgence, avec désespoir. L'homme tapait avec 2 doigts sur un vieil ordinateur. « Voyons, voyons », a-t-il dit en traînant les mots. « Vous me dites qu'il y a un abus. Dans un hôpital psychiatrique, et que les victimes sont des patients diagnostiqués. » « Oui, » dit Carmen. « Et l'un d'eux est un enfant de 10 ans. » Le fonctionnaire se cala dans son fauteuil, qui grinça pitoyablement. « Écoutez, madame. »« Mendoza, vous avez dit ? C'est compliqué. S'ils sont diagnostiqués comme fous, leurs témoignages n'ont aucune valeur juridique. Nous avons besoin de preuves, d'une expertise, de quelque chose de tangible. Le dessin est une preuve. » S'exclama Carmen. « Mon témoignage en tant qu'infirmière est une preuve. » L'homme secoua lentement la tête. « Vous n'êtes pas témoin de l'abus. Vous êtes témoin d'un récit. Ce n'est pas la même chose. Et le dessin, ça peut être n'importe quoi. » Il ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. « Regardez, remplissez ceci. C'est une plainte. Mais comme je vous le dis, comme il s'agit d'un hôpital privé et de patients sous tutelle médicale, cela sera probablement renvoyé devant la commission d'arbitrage médical. Et ils prennent des mois, des années. » Carmen regarda le formulaire. C'était un enchevêtrement de cases et de termes juridiques. Un labyrinthe de papier conçu pour dissuader. Pour archiver l'horreur. « Et en attendant, que se passe-t-il » demanda-t-elle d'une voix brisée. « Qu'advient-il de l'enfant »
Le fonctionnaire haussa les épaules et reporta son attention sur la télévision. « Eh bien, rien ? L'enfant est à l'hôpital, non ? On s'occupe de lui là-bas. » Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer l'horreur dans des dossiers, à la trier, à l'archiver jusqu'à ce qu'elle soit oubliée. Carmen quitta le commissariat. La lumière du soleil de Mexico lui semblait étrangement hostile. Elle se sentait seule, complètement seule. Elle s'était heurtée à 3 murs, l'hôpital, l'adresse, la loi, et les 3 étaient impénétrables. Elle ressentit une vague de désespoir si forte qu'elle dut s'appuyer contre un mur pour ne pas tomber. Le monde continuait de tourner. Les gens marchaient, riaient, vivaient. Et à quelques kilomètres de là, un enfant se préparait à passer une nouvelle nuit de terreur dans un endroit censé le protéger, et personne ne s'en souciait. Désespérée, Carmen fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle appela un journaliste, un vieil ami de l'université qui travaillait pour un petit journal numérique connu pour son journalisme d'investigation. Elle lui raconta toute l'histoire, pour la 4e fois. Mais cette fois-ci, la réponse fut différente. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Puis, une seule question. « Avez-vous des preuves ? Quelque chose que je puisse publier ?» Carmen réfléchit, et elle se souvint de quelque chose. Dans les dossiers, elle avait vu des mentions d'anciennes cassettes vidéo, des premières séances de thérapie familiale, de Nitenhundre au Nitifir. L'hôpital avait cessé d'utiliser ce format depuis des années. Les cassettes devaient être archivées dans un sous-sol, oubliées. Cette nuit-là, Carmen commit un délit. Elle força la serrure de l'archive morte de l'hôpital. Un sous-sol humide et poussiéreux. L'air était lourd, il sentait le vieux papier et les secrets pourris. Après 1 heure de recherche, elle les trouva. Une boîte en carton avec l'étiquette « Olvera, R 1994 ». Elle prit l'une des cassettes. Son cœur battait fort contre ses côtes. Chaque ombre lui semblait être la silhouette de Ricardo Olvera. Chaque craquement, les pas du directeur. Elle sortit de là sans être vue. Le lendemain, elle a retrouvé le journaliste dans un café. Ils ont regardé la cassette sur un vieil ordinateur portable. La qualité était mauvaise. L'image tremblait. Mais ce qu'elle montrait était sans équivoque. La famille était là, 20 ans plus jeune. Ricardo, dominant la conversation avec le thérapeute, et les enfants, effrayés. Mais le plus révélateur était ce qui se passait lorsque le thérapeute se distrayait pour prendre des notes. Ricardo regardait ses enfants, et son visage changeait. Le masque du père inquiet tombait pendant 1 seconde, et un regard d'une froideur et d'une cruauté terrifiante apparaissait, un regard d'avertissement. Et les enfants se recroquevillaient, physiquement, comme s'ils avaient reçu un coup invisible. À un moment donné, la petite Laura a commencé à parler. « Papa dit que la nuit... » Et Ricardo, sans que le thérapeute s'en aperçoive, lui donna un coup de pied sous la table. La petite fille se tut brusquement et se mit à pleurer. Le thérapeute nota dans son carnet « Instabilité émotionnelle, possible hallucination auditive ». C'était la preuve. Le pistolet fumant. Le journal publia l'histoire, avec des captures d'écran de la cassette. Le scandale fut énorme. La clinique La Piedad fut prise dans une tempête médiatique. Les autorités, celles-là même qui avaient ignoré Carmen, agirent enfin. Non par souci de justice, mais sous la pression politique. Elles intervinrent à l'hôpital. Ricardo Olvera a été arrêté. Lors de son procès, il n'a jamais perdu son sang-froid. Il a tenté de jouer son dernier rôle.
celui de victime d'un système incompétent et d'une infirmière au délire messianique. Mais les preuves étaient accablantes. Le témoignage de Carmen, les enregistrements, et enfin, le témoignage de ses enfants, désormais libérés de son emprise. Il a été condamné à plus de 50 ans de prison. Isabelle, la mère, a été admise dans un autre établissement psychiatrique, diagnostiquée, cette fois pour de vrai, avec un trouble de la personnalité dépendante et un syndrome de Stockholm sévère. Son esprit s'était brisé à force de se plier à la volonté de son mari. Et les enfants, ils n'étaient plus des enfants. C'étaient des adultes dont la vie avait été volée. Ils ont été séparés et envoyés dans différents centres de thérapie, libres, enfin, de leur père. Mais pas de ces fantômes. 20 ans à feindre la folie avaient laissé des cicatrices plus profondes que la folie elle-même. Ils ont dû réapprendre à vivre, à ressentir véritablement, à différencier un souvenir réel d'un délire implanté. La dernière fois que Carmen a eu des nouvelles de Sofia, elle se trouvait dans un centre spécialisé pour les victimes d'abus. Elle avait commencé à peindre. Elle ne dessinait plus de figures sombres dans des maisons fermées. Elle peignait des paysages, des cieux ouverts, des horizons lointains. Mais dans tous ces tableaux, il y avait toujours une petite ombre dans un coin. Une tache sombre, impossible à effacer. La Piedad a été fermée. Ses murs tombent désormais en ruine. Mais l'histoire des Olvera continue de résonner dans ces couloirs vides. Un rappel que les pires monstres ne sont pas ceux que nous imaginons dans l'obscurité. Ce sont ceux qui marchent parmi nous. Ceux qui portent des masques de normalité. Et un rappel que le système qui devrait nous protéger est parfois celui qui leur donne les clés de la cage. La folie n'était pas dans le sang des Olvera. Elle était dans le silence de tous ceux qui ont détourné le regard pendant 20 ans. Je suis Matteo Del Valle et rendez-vous dans le prochain épisode de Realidad Prohibida.